peut-être ne se lèveront pas un matin, qui un autre jour vont être en crise, et de continuer à leur offrir un espace contre l'apparente perte de productivité que cela provoque. Eh bien, nous pouvons concevoir, je pense que nous pouvons ici concevoir à quel point cela peut faire progresser l'entreprise, à quel point la cohésion interne de l'entreprise peut grandir quand ensemble on prend en compte l'homme dans sa réalité, c'est-à-dire sa fragilité, et non pas dans le fantasme de toute puissance. À quel point il est rassurant pour nous tous si nous savons que notre société ne nous exclura jamais. Et j'ai entendu cette personne, je ne veux pas faire de politique ici, je n'en fais pas d'ailleurs à titre personnel de manière partisane, mais nous faisons ensemble de la grande politique. J'ai entendu cette personne me parler de nos concitoyens trisomiques. Moi j'ai beaucoup aimé l'expression « nos concitoyens porteurs de trisomie ». Et j'avais jamais entendu ça, qu'ils soient vraiment appelés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire nos semblables, ayant la même présence à la cité que telle ou telle personne qui se dirait bien portante. Alors, sur ce podium du 13, j'ai parlé d'écologie humaine à cause de cet immense marché de la procréation qui fait que l'homme est traité, peut être traité comme un produit qu'on achète. Et si on l'achète, on peut le rejeter, on peut traiter comme un déchet. On l'a vu avec une affaire de mère porteuse, entre guillemets, ou une jeune maman d'un pays en voie de développement s'est vue refuser la moitié de la production. Et son cœur de mère a accueilli son enfant porteur de trisomie, justement, alors que le couple d'acheteurs australiens avait récusé l'enfant qui était porteur d'un handicap. Et donc, traiter des êtres humains effectivement en déchets, les payer sur facture, les vérifier, et donc les trier comme on trierait des objets. J'avais ça en ligne de mire, et j'ai eu des messages qui m'ont surpris de personnes qui avaient été touchées, notamment de Pierre-Yves Gomez, économiste, président de la Société française de management, et qui m'a dit que cette expression d'écologie humaine, qui ne vient pas de moi, mais qu'il a entendue ce jour-là, l'avait touché parce que, m'a-t-il dit, en économie, c'est la même chose. La financiarisation de l'économie fait que des décisions asservies par ordinateur produisent, sans que personne ne les choisisse, ne les vraiment décidé, des dégâts considérables dans telle ou telle partie du globe qui brusquement se trouve réduit à ne plus avoir de travail, des usines ferment, parce qu'un logiciel savamment créé, finalement, a pris une ampleur monstrueuse, au point que ce n'est plus, comme il le dit, à hauteur d'homme, mais c'est avec des systèmes que finalement des dégâts humains collatéraux sont acceptés, et on le voit partout dans le monde. Pierre-Yves Gomez a écrit un livre passionnant, Le travail invisible, où il explique, et c'est pas loin de ce que je vous ai dit à propos des personnes ayant une maladie psychique qui serait insérée dans l'entreprise, où il explique que ce n'est pas tant le contrat entre le salarié et son employeur qui est la condition sine qua non de la prospérité, mais bien au contraire, nombre d'actes gratuits qui sont faits dans le cadre de l'entreprise. Accueil de stagiaires, soutien d'une personne, conversation, gratuité, transmission. Je passe, vous lirez peut-être ce livre. Il a montré à quel point l'être humain, à partir du moment où il est pris dans son intégralité, est source de prospérité, et qu'à l'inverse, lorsque on étroitise l'image qu'on a de lui, qu'on le traite comme une machine, à quel point c'est source de crise. Gilles Hériard-Dubreuil, qui est le troisième cofondateur, a une très grande expérience de la gouvernance des crises écologiques. C'est un spécialiste du très long terme. Moi qui suis plutôt réactif sur Twitter, je bois du petit lait à chaque fois que je l'entends parce qu'il réfléchit, il théorise sur la façon dont l'humanité peut avancer sur le très long terme. Et notre mouvement social qui s'est développé en levant une chape de plomb sur les consciences, en nous libérant nos consciences, en nous faisant nous lever au point que tous les jours je rencontre des personnes qui se sont levées et qui désormais ne se rendormiront plus. Notre mouvement social s'inscrit dans le très long terme. On voudrait peut-être avoir une victoire immédiate, on voudrait peut-être imaginer tout changer. Certains pensent que le poisson pourrissant par la tête, il suffit de changer la tête du poisson pour changer la donne. Non, chers amis, vous le savez bien, la société est telle qu'elle est. Nous la changerons par la base, nous la changerons en changeant la culture, et ultimement, nous pourrons changer le politique. Et donc nous sommes inscrits dans ce très long terme. Notre mouvement est altruiste,
il est altruiste parce qu'il est en train d'inventer une solidarité destinée aux générations futures. Gilles Hériard-Dubreuil a le souci de la gouvernance de ces crises, de la façon dont les êtres humains, il est allé pendant 20 ans, 4 fois par an à Tchernobyl, et il nous a expliqué combien il était important que les personnes qui vivaient dans cette crise environnementale majeure non pas subissent des normes qui leur tomberaient dessus, qui leur tombaient dessus, d'un État central leur disant ce qu'il faut faire ou ne pas faire, subventionnant certaines personnes et n'en subventionnant pas d'autres au risque de créer des injustices et des jalousies, mais qu'au contraire, il fallait travailler avec les populations pour que saisissant de leur destin à la hauteur de leur vie, dans leur village, là où elles étaient, elles puissent vraiment redresser la tête et se responsabiliser par rapport à ce qu'elles ont à faire. Et vous voyez, les trois co-initiateurs, nous avons tous les trois apporté une dimension de ce courant pour une écologie humaine avec l'idée que, certes, il fallait un mouvement protestataire et heureusement, il continue et pas petitement comme vous l'avez constaté. Certes, il fallait une réflexion poussée, qu'on puisse s'asseoir pour réfléchir, faire silence, rester debout, pardon, pour ceux qui sont debout depuis déjà un moment, mais qu'il fallait aussi proposer et construire, ce que déjà vous faites aux veilleurs. Et donc nous avons proposé de transformer la force de protestation en puissance de proposition. Et je crois que ça rejoint beaucoup de cœurs qui ont envie maintenant que les choses se construisent. Nous avons imaginé rassembler des personnes autour d'une anthropologie et de principes d'écologie humaine. L'anthropologie, et je dirais peut-être évidente pour vous, c'est celle de la dignité de toute personne. Une dignité qu'on peut expérimenter, notamment en étant émerveillé par les plus faibles et les plus fragiles, qui dans un lieu sont souvent emblématiques de la capacité de ce lieu d'être humain, d'être humanisé. À titre personnel, j'en ai fait l'expérience en rencontrant à l'âge de 20 ans un enfant porteur de handicap et j'ai été émerveillé par sa dignité. Mais je pense que chacun d'entre nous avons un jour ou l'autre cette expérience. Donc la dignité de la personne comme une expérience à faire dans la vie, la personne dans sa vulnérabilité. Et 3 critères que nous nous sommes donnés. Pierre-Yves Gomez a apporté celui de la bienveillance, avec l'idée qu'il y avait une révolution de la bienveillance à faire. Bienveillance, veiller au bien, prendre soin, être à hauteur d'homme et vérifier que dans toute décision, en tout domaine, la personne humaine est protégée et respectée prioritairement. Ça nécessite évidemment de changer peut-être de dimension et d'agir autour de nous, là où nous sommes, en refusant de subir, en refusant de nous inféoder à des systèmes qui nous obligent finalement, sans qu'on le veuille, à porter atteinte au respect profond de la personne, et particulièrement des plus vulnérables. Gilles Hériard-Dubreuil a apporté le critère du commun. Le commun, c'est un petit peu une réponse à la spirale individualo-collectiviste, on pourrait dire aussi libéral-libertaire, qui tend finalement à instaurer la loi du plus fort et à étouffer l'homme. Dans le courant pour une écologie humaine, nous rencontrons des architectes et des urbanistes, il y en a peut-être parmi vous, ils nous disent, pour beaucoup d'entre eux, la souffrance qu'ils ont de devoir appliquer des normes souvent qui sont d'ailleurs étales sur l'ensemble de l'Hexagone, et de renoncer à répondre aux besoins précis d'un client, d'une famille, parce que la pluie des normes d'un système individuel ou collectiviste oublie, on pourrait dire ensemble, pour faire bref, la subsidiarité. Le fait que c'est ensemble, à hauteur de nos modes de vie, que nous sommes appelés à structurer une société et à faire, oui, de la politique, au beau sens du terme. L'autre jour, dans notre Tour de France que nous faisions dans une dizaine de villes, à Nantes est venu un syndic de copropriété qui était extrêmement touché par les 2 critères de la bienveillance et du commun, et nous disant « j'en ai assez de régler des conflits de voisinage hyper violents, car je suis là pour aider les gens à vivre ensemble, à partager le commun de leur copropriété, et je règle des conflits de couleurs de moquette, de place de la poussette dans la petite pièce du bas, de bruit entre voisins, etc. » Et du coup, il a créé une alvéole, c'est ainsi que fonctionnent les groupes du courant pour une écologie humaine, avec d'autres syndics de copropriété
pour changer leur métier et au lieu de régler ou d'être les boucs émissaires plutôt de conflits, de copropriétaires, d'examiner comment ils pourraient faire pour aider le vivre ensemble. Je suppose que ça vous parle pour tous ceux qui sont importunés par le bruit de leurs voisins. Et justement hier, j'ai déjeuné avec Gilles Herriat-Duroy et il parlait de la façon dont il avait changé son attitude avec son épouse en entendant le bruit d'enfants qui les martyrisaient leurs oreilles au-dessus de leur tête dans un immeuble parisien. Il a rencontré ces enfants dans l'escalier et ils les ont appelés, sa femme et lui, les petits lutins. Ah tiens, voilà les petits lutins. Et à partir du moment où des visages, des prénoms sont arrivés sur ces enfants, les bruits des petits lutins au-dessus de leur tête leur ont paru, allez, j'y vais dans l'angélisme, enchanteurs. Ils ont eu une bienveillance pour les bruits qui leur rappelaient la vie de ces petits-enfants. Imaginez que vous ayez une personne en fin de vie au-dessus de votre tête, accompagnée par quelqu'un qui va faire du bruit, qui va la nuit, avec les infirmières qui vont passer. Si vous connaissez cette situation, vous allez être saisi de compassion et de bienveillance, et vous allez penser à cette personne sans songer à vous plaindre. Voilà, le critère de la bienveillance qui paraît peut-être, comment dire, enfin, je partage avec vous ma certitude qu'il est absolument révolutionnaire si on veut bien regarder toutes nos activités sous cet angle. Par exemple, lorsqu'on fait se rencontrer des agriculteurs conventionnels et des agriculteurs d'agrobiologie, nous ne traitons pas le point clivant de savoir si oui ou non telle ou telle agriculture est bonne ou mauvaise. Nous allons regarder la vie du paysan. Comment est-ce qu'il vit? Nous l'écoutons. Nous entendons un agriculteur nous dire qu'il en a assez qu'on lui demande quelle est la traçabilité de ses produits, alors que lui-même ne sait pas où ils vont. Et certains lui disent oui, et un tiers va à la poubelle. Voilà, et quelle souffrance pour un producteur de savoir qu'un tiers de sa production va aller à la poubelle. Critère du commun, construire en commun, à hauteur d'homme. Et le troisième critère, c'est plus moi dans mon expérience qu'il est apporté au travers de la Fondation d'À Bras Ouverts et d'autres expériences aussi, c'est la vulnérabilité. L'anthropologie que nous avons choisi de promouvoir n'est pas celle de la lutte des classes, aboutissant à l'extinction de la classe des dominants qui doit être écrasée par la classe des dominés devenue classe unique. C'est vrai aussi pour la lutte entre hommes et femmes telle qu'elle est vue par certains. Ce n'est pas l'anthropologie de l'homme est un loup pour l'homme, c'est l'anthropologie du don. L'homme, je cite Chantal Delsol dans son livre Qu'est-ce que l'homme? L'homme est fait pour se donner. L'homme est fait pour partager son repas. L'homme trouve son bonheur dans le fait de partager. Ce choix anthropologique du don, c'est aussi celui de la vulnérabilité. Pour boire un verre d'eau fraîche, aucun d'entre nous ne peut compter sur lui-même, je pense. Je ne pense pas qu'ici vous ayez des puits propres dans lesquels vous pouvez boire, en tout cas pas dans cette ville. Vous avez besoin de technologie, de confiance pour boire de l'eau fraîche. Vous imaginez à quel point nous sommes tous interdépendants. Et à quel point l'idée de nous reconnaître vulnérables, fragiles, interdépendants, dessine une société qui est tout autre que celle de l'autonomie, qui est une illusion, disons, prométhéenne. Alors, ce courant pour une écologie humaine aura ses assises bientôt. Je vous dis la date parce que j'espère que beaucoup d'entre vous auront envie de s'y inscrire. 6 et 7 décembre au Palais des Congrès de Montreuil. On attend beaucoup de personnes. Il y a François-Xavier Bellamy, les co-initiateurs et bien d'autres. Et on aura tout un travail, je pense, très profond pour partager notre regard sur le monde sous ces angles. Ce courant pour une écologie humaine a une humble ambition. Humble parce que c'est l'humus. Si quelqu'un vient nous voir en disant « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» J'aurais tendance à dire « Et vous, quel est votre domaine? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre domaine? Est-ce que vous pouvez créer dans votre hôpital où vous trouvez que l'accueil n'est pas fait de manière ajustée, un petit groupe pour essayer de modifier cela? Est-ce que vous pouvez créer dans votre profession, là où vous habitez, un petit groupe qui va essayer de mettre ces critères d'écologie humaine au cœur de leurs préoccupations? Autrement dit, l'écologie humaine n'est pas tant un but qu'un chemin pour chacun. Et nous l'assumons, une humble ambition. Ambition parce qu'il s'agit de rien d'autre que de changer le monde. Et nous pensons que, je dirais, la spirale libérale libertaire est en train de nous autodétruire. Quand j'ai parlé d'écologie humaine au tout début, j'avais en tête l'écologie environnementale et on l'a dit, étions-nous en train de scier la branche sur laquelle nous étions assis? Voilà ce que les promoteurs d'une écologie environnementale ont commencé à dire à une époque où ils étaient traités d'hurluberlus. La question aujourd'hui, c'est ne sommes-nous pas en train de scier l'homme lui-même, de détruire l'homme lui-même? Et Gauthier a bien fait
de parler de transhumanie, d'homme augmenté, derrière notre mouvement social, Félix Loi-Taubira qui nous éveille à cela. La perspective n'est rien d'autre que la matrice artificielle, que le cyborg, que ce fantasme de créer un homme augmenté. Une créature hybride mi-homme, mi-machine, qui effectivement, et j'ai entendu ce qui a été dit à propos de la honte tout à l'heure, qui effectivement, d'après ses promoteurs, le lobby de la transhumanie, ferait que nous, les homo sapiens basiques, marqués par nos 3 dures limites, qui sont des peut-être merveilleuses limites, un corps sexué, première limite, qui me rend interdépendant de celle avec laquelle je pourrais procréer, si je le souhaite, tout seul, je ne peux pas incarner l'humanité. Un corps sexué, le temps compté, le temps créature qui nous est donné, temps compté, temps présent, où tout se passe, le passé étant révolu et l'avenir incertain, un temps compté, et également la mort, inéluctable. 3 dures limites. Avec Alliance Vita, ces derniers temps, on a fait toute une enquête dans la rue en parlant avec les personnes de la mort, pour consoler, pour retrouver des sens de vie, des forces de vie dans une société qui a occulté très fortement les rites de deuil et où il y a une sorte de tabou, nécessaire partiellement, mais qui devient une chape de silence, un secret de famille, autour de cette réalité qu'est la mort. Les transhumains nous promettent l'omniscience et l'immortalité. Je reprends une formule de Jacques Attali qui, à propos de